Bonsoir belle âme, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors, installe-toi confortablement, laisse le poids de ta journée s'alléger doucement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Dans le grenier d'une maison centenaire située dans la vieille ville de Bruges, se trouve un coffre que personne n'a ouvert depuis des générations. Ce n'est pas un coffre particulièrement imposant ni remarquable. Il mesure environ 1 mètre de long sur 50 cm de large. Sa surface de bois sombre est marquée par le temps et l'humidité, et ses ferrures en métal ont pris cette teinte verdâtre caractéristique du bronze oxydé. Mais ce qui rend ce coffre unique, ce qui attire inexorablement le regard et trouble l'esprit de quiconque le découvre, c'est le cadenas qui scelle son ouverture. Un cadenas massif, ancien, couvert d'une rouille orange qui semble avoir fusionné avec le métal d'origine, créant une croûte épaisse et irrégulière. Un cadenas sans clé, sans marque d'identification, sans la moindre indication de son fabricant ou de son époque. Un cadenas que personne, absolument personne, n'a jamais vu ouvert. L'histoire que je vais te raconter commence par un après-midi d'automne, lorsque Léon Vermeer, un antiquaire dans la quarantaine, hérita de la maison de son grand-oncle Mathias, un homme solitaire qu'il n'avait rencontré que 3 fois dans sa vie et qui venait de décéder à l'âge respectable de 92 ans. Léon était un homme méthodique, habitué à évaluer les objets pour leur valeur marchande plutôt que sentimentale. En tant qu'antiquaire, il avait développé un œil expert pour distinguer le précieux du banal, l'authentique du faux, le vendable de l'encombrant. Lorsqu'il se rendit à Bruges pour prendre possession de la maison et inventorier son contenu, il s'attendait à y trouver le bric-à-brac habituel des personnes âgées. Quelques meubles de valeur moyenne, de la vaisselle démodée, peut-être 1 ou 2 pièces intéressantes qui justifieraient le déplacement. La maison elle-même était étroite et haute, typique de l'architecture flamande, coincée entre 2 bâtiments similaires dans une rue pavée qui n'avait probablement pas changé depuis 3 siècles. L'intérieur sentait le renfermé et la solitude, cette odeur particulière des lieux habités par une seule personne pendant trop longtemps. Léon passa la première journée à explorer le rez-de-chaussée et le premier étage, notant méthodiquement ce qui pourrait être vendu, ce qui devrait être jeté, ce qui méritait une expertise approfondie. Des meubles solides mais sans distinction particulière, des livres en flamand et en français sur des sujets obscurs, des vêtements démodés qui sentaient la naphtaline. Ce n'est que le 2e jour qu'il monta au grenier. L'escalier qui y menait était raide et grinçant, les marches usées au centre par des décennies de passage. Léon dut se baisser pour franchir la porte basse, et lorsqu'il se redressa de l'autre côté, il se retrouva dans un espace sous les combles, éclairé faiblement par 2 petites lucarnes aux vitres sales. Le grenier était encombré mais organisé d'une manière étrange. Tout semblait avoir été disposé en cercle concentrique, comme si on avait voulu protéger ou isoler quelque chose au centre. Léon se fraya un chemin entre des chaises empilées, des cadres vides, des lampes sans abat-jour, des miroirs recouverts de tissu. Et au centre de cet arrangement circulaire, seul sur un tapis persan mangé au mythe, se trouvait le coffre. Léon s'arrêta net en le voyant. Ce n'était pas sa taille qui le frappait, ni même son apparence générale. C'était quelque chose de plus subtil, une présence. Le coffre semblait attirer l'attention, absorber le regard comme un trou noir absorbe la lumière. Dans le désordre poussiéreux du grenier, il possédait une qualité d'immobilité absolue, comme s'il était là depuis toujours et y resterait pour toujours. Léon s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le plancher ancien. En tant qu'antiquaire, il avait l'habitude d'examiner les objets avec détachement professionnel, mais quelque chose dans ce coffre le troublait d'une manière qu'il ne parvenait pas à définir. Il s'agenouilla devant et passa sa main sur le bois.
La surface était froide, beaucoup plus froide qu'elle ne devrait l'être dans ce grenier confiné. Il examina les ferrures, les coins renforcés, la serrure, et le cadenas. Le cadenas était accroché à un anneau de métal fixé sur le devant du coffre, empêchant l'ouverture du couvercle. Léon le prit dans sa main, surpris par son poids. Il était beaucoup plus lourd qu'il ne paraissait, comme s'il était rempli de quelque chose de dense, de massif. La rouille le recouvrait presque entièrement, mais en grattant légèrement avec son ongle, Léon put distinguer ce qui semblait être du laiton ou du bronze en dessous. Le mécanisme de verrouillage était invisible, caché sous les couches d'oxydation. Il n'y avait aucun trou de serrure visible, aucune indication de la façon dont on était censé l'ouvrir. Curieux, murmura Léon pour lui-même. Il chercha autour du coffre, espérant trouver une clé accrochée quelque part, cachée sous le tapis ou dans un recoin. Rien. Il fouilla systématiquement le reste du grenier, retournant chaque boîte, chaque tiroir, chaque pot. Pas de clé. Il redescendit et chercha dans toute la maison. Dans le bureau de son grand-oncle, il trouva un trousseau contenant une dizaine de clés anciennes, mais aucune ne correspondait au cadenas. Elles étaient toutes trop grandes, trop petites, ou d'un type complètement différent. Intrigué, Léon décida de forcer le cadenas. Après tout, c'était son héritage. Il avait le droit de savoir ce que contenait ce coffre. Il remonta au grenier avec une boîte à outils et s'installa confortablement devant l'objet de sa curiosité. Il commença par essayer de couper l'anneau métallique auquel le cadenas était accroché, utilisant une scie à métaux. Mais après 15 minutes d'efforts acharnés, il n'avait produit qu'une légère éraflure dans le métal. C'était comme si l'anneau était fait d'un alliage particulièrement résistant, beaucoup plus dur que ce qu'on utilisait habituellement pour de tels objets. Il essaya ensuite un burin et un marteau, tentant de briser le cadenas lui-même. Mais le métal résistait à tous ses coups. Il ne se cassait pas, ne se déformait même pas. Les impacts résonnaient étrangement, produisant un son creux et profond qui semblait se répercuter plus longtemps qu'il ne le devrait dans l'espace confiné du grenier. Après une heure de tentatives infructueuses, Léon abandonna, en sueur et frustré. Ce n'était pas normal. Même les cadenas les plus robustes finissaient par céder face à des outils appropriés. Mais celui-ci semblait impénétrable, comme s'il était protégé par quelque chose de plus que sa simple construction mécanique. Il décida de prendre une approche différente. En tant qu'antiquaire, il connaissait plusieurs serruriers spécialisés dans les mécanismes anciens. Il prit des photos du cadenas sous tous les angles et les envoya à 3 de ses contacts, leur demandant s'ils pouvaient identifier le type de serrure et suggérer une méthode pour l'ouvrir. Les réponses qu'il reçut furent déconcertantes. Le premier serrurier admit n'avoir jamais vu un tel mécanisme. Le deuxième suggéra qu'il s'agissait peut-être d'un cadenas à combinaison déguisé en cadenas à clé, mais il ne pouvait pas en être certain sans l'examiner en personne. Le troisième ne répondit pas du tout. Pendant ce temps, Léon continuait à vider la maison, triant et emballant les possessions de son grand-oncle. Mais il se surprenait à retourner constamment au grenier, à contempler le coffre, à tourner autour, à l'examiner sous différents angles et différentes lumières. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Le coffre semblait changer. Oh, pas de manière évidente ou dramatique. Mais Léon aurait juré qu'il devenait plus lourd. La première fois qu'il avait tenté de le déplacer pour examiner son dessous, il avait réussi à le soulever légèrement d'un côté. Maintenant, même à 2 mains, il ne parvenait plus à le bouger d'1 millimètre. C'était impossible, bien sûr. Les objets inanimés ne gagnaient pas de poids spontanément. Et pourtant, Léon ne pouvait nier ce qu'il ressentait. Le coffre était devenu plus massif, plus dense, comme s'il s'alourdissait du poids de l'attention qu'on lui portait.
Il commença aussi à remarquer d'autres détails troublants. Des marques sur le bois qu'il n'avait pas vues auparavant, des éraflures qui formaient presque des motifs, comme des lettres d'un alphabet inconnu. Et parfois, très rarement, lorsque le grenier était particulièrement silencieux, il croyait entendre un son provenant du coffre. Pas un bruit mécanique, mais plutôt comme une respiration. Lente, profonde, presque imperceptible. Il se dit que c'était son imagination, amplifiée par la fatigue et l'atmosphère oppressante de la vieille maison. Mais l'idée s'était implantée dans son esprit et refusait de partir. Une semaine après avoir découvert le coffre, Léon reçut la visite d'Antoine Mercier, le serrurier qui avait proposé de venir examiner le cadenas en personne. C'était un homme d'une 60aine d'années, petit et voûté, avec des mains délicates et des yeux perçants cachés derrière des lunettes épaisses. Léon le conduisit au grenier et lui montra le coffre. Antoine s'agenouilla devant et sortit une loupe de sa poche, examinant le cadenas avec une concentration intense. « Extraordinaire » murmura-t-il après plusieurs minutes de silence. « Vraiment extraordinaire. »« Vous pouvez l'ouvrir ?» demanda Léon avec espoir. Antoine secoua la tête lentement. « Je ne peux même pas identifier le mécanisme. La rouille cache tout, mais même en dessous, regardez ici. » Il pointa un endroit où il avait gratté légèrement l'oxydation. Il n'y a pas de trou de serrure traditionnel. Pas de fente pour une clé plate. Pas d'ouverture pour une clé tubulaire. Rien. Alors comment est-il censé s'ouvrir? C'est la question, n'est-ce pas? Antoine se releva avec un grognement. J'ai vu beaucoup de serrures anciennes dans ma carrière. Des mécanismes chinois vieux de 1000 ans, des puzzles vénitiens de la Renaissance, des coffres japonais qui nécessitent des séquences de mouvements spécifiques. Mais celui-ci... Il toucha le cadenas avec révérence. Celui-ci est différent. C'est comme s'il n'avait jamais été conçu pour être ouvert. C'est absurde, protesta Léon. Pourquoi fabriquer un cadenas qui ne peut pas s'ouvrir? Antoine haussa les épaules. Peut-être que la fermeture était plus importante que l'ouverture. Peut-être que quelqu'un voulait s'assurer que quelque chose reste enfermé. Pour toujours. Ces mots résonnèrent sinistrement dans le grenier silencieux. Vous ne pouvez vraiment rien faire, insista Léon. Je peux essayer de le forcer avec des outils plus puissants. Un chalumeau, peut-être, ou un coupe-boulon industriel. Mais je dois vous avertir. Antoine hésita. Il y a quelque chose d'étrange avec ce coffre. Je peux le sentir. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas? Léon voulait nier, prétendre qu'il ne savait pas de quoi parlait le serrurier. Mais il hocha la tête malgré lui. Il semble plus lourd qu'avant. Oui, acquiesça Antoine. Et plus froid. Et l'air autour de lui. Vous remarquez comme il semble plus dense. Maintenant qu'il le mentionnait, Léon réalisait que c'était vrai. L'atmosphère dans cette partie du grenier était différente, plus lourde, comme si elle était chargée d'une présence invisible. Écoutez, dit Antoine en rangeant ses outils. Je vais être honnête avec vous. J'ai déjà rencontré des objets comme celui-ci. Pas souvent, mais quelquefois dans ma carrière. Des objets qui portent quelque chose. Un poids qui n'est pas physique. Une histoire, peut-être. Ou une intention. Vous parlez de superstition, dit Léon, essayant de garder un ton rationnel. J'appelle cela de l'expérience. Et mon expérience me dit que certaines choses doivent rester fermées. Pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles ont besoin de l'être. Il regarda Léon dans les yeux. Vous avez trouvé une clé quelque part dans la maison? Non.
Alors peut-être que vous n'êtes pas censé l'ouvrir. Peut-être que personne ne l'est. Après le départ d'Antoine, Léon resta seul dans le grenier, fixant le coffre. La suggestion du serrurier l'avait irrité. Il n'était pas superstitieux. Il ne croyait pas aux malédictions ou aux objets maudits. C'était simplement un vieux coffre avec un cadenas rouillé. Rien de plus. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se trouvait à l'intérieur. Cette question était devenue une obsession, grandissant chaque jour, occupant ses pensées même lorsqu'il essayait de se concentrer sur autre chose. Il commença à faire des recherches sur l'histoire de sa famille, espérant trouver des indices. Il découvrit que la maison avait appartenu aux Vermeer depuis 1847, transmise de génération en génération. Son grand-oncle Mathias l'avait hérité de son père, qui l'avait hérité du sien, et ainsi de suite sur presque 2 siècles. Dans les archives municipales de Bruges, il trouva des documents mentionnant ses ancêtres. La plupart étaient des marchands ou des artisans, des gens ordinaires menant des vies ordinaires. Rien qui suggère un secret de famille ou un trésor caché. Mais il trouva une anomalie. Un ancêtre nommé Peter Vermeer, qui avait vécu dans la maison au milieu du XIXe siècle, était décrit dans plusieurs documents officiels comme ermite et mélancolique. Il avait vécu seul, sans se marier, et était mort relativement jeune, à 45 ans. La cause de sa mort n'était pas spécifiée. Plus intriguant encore, Léon découvrit dans les registres paroissiaux une note étrange écrite par le prêtre qui avait administré les derniers sacrements à Peter. Cet homme a porté un fardeau toute sa vie. Il est mort en me suppliant de ne jamais ouvrir le coffre. Que Dieu ait pitié de son âme tourmentée. Le coffre. C'était donc de cet objet qu'il s'agissait, même à l'époque. Léon sentit un frisson le parcourir. Le cadenas était donc sur ce coffre depuis au moins 170 ans, peut-être plus. Combien de générations de sa famille l'avaient vu, s'était interrogé à son sujet, avait peut-être essayé de l'ouvrir. Et pourquoi Peter avait-il supplié qu'on ne l'ouvre jamais? Cette nuit-là, Léon ne parvint pas à dormir. Allongé dans la chambre d'amis au premier étage, il fixait le plafond, conscient que le grenier se trouvait juste au-dessus de lui, que le coffre était là-haut, immobile et patient. Vers 3 heures du matin, il entendit un son, faible, étouffé, venant d'en haut, comme quelque chose qui bougeait, ou qui grattait. Il se leva, le cœur battant, et monta silencieusement l'escalier. Le grenier était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la faible lueur de la lune filtrant à travers les lucarnes. Les ombres formaient des formes étranges, menaçantes. Le coffre était exactement où il l'avait laissé. Immobile. Silencieux. Léon s'approcha, sa lampe de poche à la main. Il la dirigea vers le cadenas, et se figea. Le cadenas brillait. Ce n'était pas un reflet de sa lampe. C'était une lueur interne, très faible, à peine perceptible, mais indéniablement présente. Comme si le métal lui-même émettait une phosphorescence subtile. Léon tendit la main, hésitant. Puis il toucha le cadenas. Il était chaud. Pas brûlant, mais tiède, comme s'il avait été récemment tenu par des mains humaines. Et au moment où ses doigts entrèrent en contact avec le métal, il entendit une voix. Pas avec ses oreilles, mais dans sa tête, une voix qui n'était ni masculine ni féminine, ni jeune ni vieille. « Pourquoi cherches-tu à m'ouvrir » Léon retira vivement sa main, reculant d'un pas. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Qui est là » demanda-t-il à voix haute, sa voix tremblant légèrement. Pas de réponse. Le grenier était silencieux. Le cadenas ne brillait plus. Léon resta immobile pendant plusieurs minutes, scrutant l'obscurité, attendant.
Mais rien d'autre ne se produisit. Finalement, il redescendit, se convainquant qu'il avait rêvé, que la fatigue et l'obsession lui jouaient des tours. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un rêve. Les jours suivants, Léon essaya d'ignorer le coffre. Il se concentra sur la finalisation de l'inventaire de la maison, sur les arrangements pour la vente des meubles et des objets. Mais le coffre l'appelait constamment, une présence insistante qu'il ne pouvait ignorer. Et quelque chose continuait à changer. Le coffre devenait indéniablement plus lourd. Léon avait placé une balance industrielle sous l'un de ses coins et l'avait vu passer de 50 kg à 75, puis à 100. C'était physiquement impossible, mais c'était mesurable, objectif. Il commença aussi à remarquer que les autres objets dans le grenier s'éloignaient du coffre. Les piles de livres qu'il avait soigneusement arrangées se retrouvaient dispersées le lendemain matin, comme si quelque chose les avait poussées. Les chaises empilées tombaient, toujours dans la direction opposée au coffre. Et les rêves commencèrent. Chaque nuit, Léon rêvait du coffre. Mais dans ses rêves, le cadenas était ouvert, le couvercle soulevé. Et à l'intérieur, il ne voyait rien. Juste un vide noir, profond, qui semblait aspirer son regard, attirer tout son être. Dans ses rêves, il entendait des voix. Des dizaines, des centaines de voix, toutes murmurant en même temps. Il ne pouvait comprendre ce qu'elles disaient, mais il ressentait leurs émotions. Peur, tristesse, colère, désespoir, mais aussi soulagement. Comme si elles avaient été libérées de quelque chose. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, avec le sentiment que quelque chose d'important lui échappait, qu'il était sur le point de comprendre mais que la compréhension lui glissait entre les doigts au dernier moment. Un matin, après une nuit particulièrement agitée, Léon prit une décision radicale. Il allait se débarrasser du coffre. Le vendre, le donner, le jeter, peu importait. Il voulait juste qu'il disparaisse de sa vie. Il contacta plusieurs musées et collectionneurs d'antiquités, leur décrivant l'objet. Mais dès qu'il mentionnait le cadenas qui ne pouvait pas être ouvert, l'intérêt se muait en méfiance. Certains raccrochaient simplement. D'autres trouvaient des excuses polies. Un vieux collectionneur, cependant, accepta de venir voir le coffre. Il s'appelait Émile Dubois, un Français dans les 70 ans qui s'était spécialisé dans les objets inhabituels au cours de sa longue carrière. Lorsqu'il vit le coffre, son visage se vida de toutes couleurs. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « C'était dans la maison de mon grand-oncle. Il appartient à ma famille depuis des générations. » Émile tourna autour du coffre, l'examinant avec ce qui ressemblait à de la crainte. « Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas? C'est un vieux coffre avec un cadenas rouillé. » « Non. » Émile secoua la tête. « C'est bien plus que cela. J'ai vu un objet similaire une fois, il y a de nombreuses années, dans une collection privée en Allemagne. Le collectionneur l'appelait une boîte à pois-point. Une boîte à pois. Une métaphore, bien sûr. Ces objets, ils ne contiennent rien de physique. Ils contiennent des fardeaux, des charges émotionnelles ou psychologiques que quelqu'un a voulu enfermer, isoler. » Léon fronça les sourcils. « Vous parlez de magie? De superstition? J'appelle cela de la psychologie primitive. Nos ancêtres ne comprenaient pas les maladies mentales, les traumatismes, les obsessions comme nous les comprenons aujourd'hui. Ils croyaient que ces choses pouvaient être externalisées, placées dans des objets, enfermées littéralement plutôt que figurativement. » Il posa sa main sur le coffre, puis la retira rapidement, comme s'il s'était brûlé. Celui-ci est particulièrement chargé. Quelqu'un y a mis quelque chose de lourd.
Très lourd. Mais le coffre est probablement vide, dit Léon. Probablement, acquiesça Émile. Physiquement vide. Mais ce n'est pas le contenu physique qui compte. C'est ce qu'il représente. Le symbole. L'acte d'enfermer quelque chose, de le sceller, de refuser de le confronter. Alors vous ne voulez pas l'acheter. Émile eut un rire sans humour. Vous plaisantez ? Je ne toucherai pas à cet objet pour tout l'or du monde. Mon conseil. Laissez-le où il est. N'essayez pas de l'ouvrir. Et surtout, ne vous obsédez pas avec son contenu. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas le contenu qui est dangereux. C'est l'obsession elle-même. Ces objets se nourrissent de notre curiosité, de notre besoin de savoir. Plus vous y pensez, plus ils deviennent réels, plus ils prennent de pouvoir sur vous. Après le départ d'Émile, Léon resta assis dans le grenier, contemplant le coffre. Les paroles du vieil homme résonnaient dans son esprit. Était-ce vraiment possible ? Un objet pouvait-il vraiment se nourrir de l'attention qu'on lui portait ? Et plus important encore, pouvait-il simplement l'ignorer ? Pouvait-il fermer la porte du grenier, vendre la maison avec le coffre à l'intérieur, et continuer sa vie comme si de rien n'était ? Il savait que la réponse était non. L'obsession était déjà trop profonde. Le coffre avait pris racine dans son esprit, et rien ne pourrait l'en déloger sauf de savoir ce qu'il contenait. 3 semaines après avoir découvert le coffre, Léon fit venir une équipe spécialisée dans l'ouverture de coffres-forts. Ils arrivèrent avec un équipement impressionnant, des perceuses industrielles, des chalumeaux, des scies circulaires. Mais aucun de leurs outils ne fonctionnait. Les perceuses se brisaient. Les chalumeaux s'éteignaient inexplicablement. Les scies glissaient sans mordre dans le métal. Après 4 heures d'effort, le chef d'équipe, un homme massif couvert de tatouages, jeta ses outils au sol avec frustration. « C'est impossible, déclara-t-il. Le métal ne réagit à rien. C'est comme s'il absorbait toute l'énergie qu'on lui applique. »« Vous abandonnez ?» demanda Léon, désespéré. L'homme le regarda avec un mélange de pitié et d'inquiétude. « Monsieur, je fais ce métier depuis 25 ans. J'ai ouvert des coffres bancaires, des coffres militaires, des coffres qui avaient été conçus pour être inviolables. Mais celui-ci... » Il secoua la tête. « Celui-ci ne veut pas être ouvert. Et quand un objet résiste à ce point, il y a généralement une raison. » Quelle raison ? Soit il n'y a rien à l'intérieur et toute cette protection n'a aucun sens. Soit il y a quelque chose que vous ne voulez vraiment pas découvrir. Après leur départ, Léon s'effondra à côté du coffre, épuisé émotionnellement et physiquement. Il posa sa tête contre le bois froid et, pour la première fois depuis des semaines, il pleura. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» murmura-t-il. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas te laisser tranquille ?» Et dans le silence qui suivit, il réalisa quelque chose. Il n'avait jamais vraiment voulu savoir ce que contenait le coffre. Ce n'était pas le contenu qui l'obsédait. C'était le fait qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Le cadenas représentait quelque chose de fondamental. Le mystère, l'inaccessible, l'inconnu. Et comme tous les humains, Léon ne supportait pas l'idée qu'il existe quelque chose qu'il ne puisse pas connaître, qu'il ne puisse pas posséder, qu'il ne puisse pas contrôler. Le coffre ne contenait rien d'important. Il en était maintenant certain. Mais tant qu'il restait fermé, tant que le mystère persistait, son esprit projetait sur lui tous les possibles. Un trésor, un secret de famille, une révélation terrible, une merveille incroyable. C'était l'incertitude qui était insupportable, pas l'objet lui-même. Cette prise de conscience aurait dû le libérer. Mais elle ne fit qu'approfondir son obsession. Car maintenant,
Il ne cherchait plus à ouvrir le coffre pour découvrir son contenu. Il voulait l'ouvrir pour prouver qu'il le pouvait. Pour vaincre cet objet qui osait lui résister. Cela devint une bataille de volonté. Léon contre le cadenas. L'homme contre l'objet. Il passa les semaines suivantes dans le grenier, essayant toutes les méthodes imaginables. Il versa de l'acide sur le métal, espérant dissoudre la rouille. Il utilisa des outils ultrasoniques pour tenter de briser la structure moléculaire. Il essaya même de geler le cadenas avec de l'azote liquide avant de le frapper avec un marteau. Rien ne fonctionnait. Et à mesure que ses efforts s'intensifiaient, des choses étranges commençaient à se produire dans la maison. Des objets disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits impossibles. Léon trouvait ses clés dans le réfrigérateur, ses lunettes dans le grenier, alors qu'il était certain de les avoir laissées sur sa table de nuit. Des bruits résonnaient la nuit, des pas, des portes qui claquent, des murmures indistincts. Mais le plus troublant était ce qui arrivait à Léon lui-même. Il maigrissait. Ses cheveux grisonnaient rapidement. Des cernes noires creusaient ses yeux. Il avait l'apparence de quelqu'un qui portait un fardeau immense, un poids invisible qui l'écrasait progressivement. Car c'était exactement ce qui se passait. Le coffre transférait son poids sur lui. Pas physiquement, mais psychologiquement. Chaque pensée qu'il lui consacrait, chaque moment qu'il passait à essayer de l'ouvrir, ajoutait à ce fardeau. Il le savait. Une partie de lui le comprenait clairement. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'obsession était devenue sa raison de vivre, remplaçant tout le reste. Il avait abandonné son commerce d'antiquaire. Il ne répondait plus au téléphone. Il mangeait à peine, dormait moins encore. Tout ce qui comptait, c'était le coffre et son maudit cadenas. Un soir, alors qu'il était assis dans le grenier, fixant l'objet de son obsession pour la 1000e fois, il entendit de nouveau la voix. « Tu ne peux pas me forcer. Tu ne pourras jamais me forcer. » « Qui es-tu » demanda Léon à voix haute. « Qu'est-ce que tu es ?»« Je suis ce que tu refuses de comprendre. Je suis le symbole de tout ce que tu ne peux pas contrôler, de tout ce qui t'échappe, de toute l'incertitude que tu ne peux pas supporter. Il n'y a rien dans le coffre, n'est-ce pas ? Dit Léon amèrement. Il a toujours été vide. Peut-être. Mais cela change-t-il quelque chose ? Te libère-t-il de savoir qu'il est probablement vide ? Léon réalisa que non. Même s'il était certain à 99% que le coffre était vide, ce 1% d'incertitude restante continuerait à le ronger. Il avait besoin de certitude absolue. Et c'était précisément ce que le cadenas lui refusait. « Tu me rends fou » murmura-t-il. « Non. Tu te rends fou toi-même. Je ne suis qu'un objet. C'est toi qui m'as donné du pouvoir en refusant d'accepter qu'il existe des choses que tu ne sauras jamais, que tu ne comprendras jamais, que tu ne posséderas jamais. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Léon avec la force d'une révélation. Toute sa vie, il avait cherché à tout connaître, à tout comprendre, à tout cataloguer. En tant qu'antiquaire, il évaluait, classifiait, étiquetait. Rien ne restait mystérieux longtemps entre ses mains. Mais le coffre refusait d'être connu. Et cette résistance était insupportable pour quelqu'un comme lui. « Comment est-ce que je m'en libère » demanda-t-il, presque suppliant. « En acceptant. En lâchant prise. En comprenant que le mystère n'est pas ton ennemi, mais une partie fondamentale de l'existence. » Cette nuit-là, Léon ne dormit pas. Il resta assis à côté du coffre, réfléchissant à tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il l'avait découvert. Comment un simple objet avait pris le contrôle de sa vie. Comment sa curiosité légitime s'était transformée en obsession destructrice. Et il comprit quelque chose de fondamental.
Le cadenas n'avait pas besoin d'être ouvert. Il remplissait parfaitement sa fonction en restant fermé. Car sa véritable fonction n'était pas de protéger un contenu, mais de représenter un principe. Le principe qu'il existe des limites à ce que nous pouvons savoir, des frontières que nous ne pouvons pas franchir, des mystères que nous devons apprendre à accepter sans les résoudre. Aux premières lueurs de l'aube, Léon prit une décision. Il allait laisser le coffre tranquille. Vraiment tranquille, cette fois. Il allait descendre du grenier, fermer la porte, et ne plus jamais y retourner. C'était plus facile à dire qu'à faire. Pendant plusieurs jours, il luttait contre l'envie de remonter, de jeter juste un dernier coup d'œil, de faire une dernière tentative. Mais il résistait, s'accrochant à sa décision comme à une bouée de sauvetage. Et progressivement, miraculeusement, l'obsession commença à s'atténuer. Les pensées sur le coffre, qui avaient occupé presque chaque moment de veille, devenaient moins fréquentes, moins intenses. Il dormait mieux. Il recommença à manger normalement. Les bruits étranges dans la maison cessèrent. C'était comme si en renonçant à ouvrir le coffre, en acceptant le mystère, il avait brisé un sortilège. 2 mois après avoir découvert le coffre, Léon était prêt à finaliser la vente de la maison. Un jeune couple l'avait acheté, séduit par son charme historique et sa localisation dans le cœur de Bruges. La veille du transfert de propriété, Léon décida de monter une dernière fois au grenier. Pas pour essayer d'ouvrir le coffre, mais pour lui dire au revoir. Pour clore ce chapitre étrange de sa vie. Il monta l'escalier familier et poussa la porte du grenier. Et il se figea. Le coffre était toujours là, au même endroit. Mais le cadenas avait disparu. Léon s'approcha lentement, incrédule. L'anneau métallique auquel le cadenas avait été accroché était toujours là, intact. Mais le cadenas lui-même s'était volatilisé. Il n'y avait aucune trace de son retrait forcé, aucune marque sur le métal. Il était simplement parti. Avec des mains tremblantes, Léon souleva le couvercle du coffre. Il était vide. Complètement, absolument vide. Pas de trésor, pas de documents, pas de secret de famille. Juste du bois nu, légèrement poussiéreux, qui n'avait probablement jamais contenu quoi que ce soit. Léon s'assit lourdement sur le sol, un rire incrédule s'échappant de ses lèvres. Tout ça, des semaines d'obsession, de tentatives désespérées, de nuits blanches, pour un coffre vide. Mais en même temps, il ne se sentait pas frustré ou trompé. Au contraire, il ressentait un profond soulagement. C'était fini. Le mystère était résolu, pas par la force ou l'acharnement, mais par l'acceptation. Le cadenas avait disparu au moment où il n'en avait plus besoin. Au moment où il avait appris à vivre avec l'incertitude, à accepter qu'il ne saurait peut-être jamais. C'était comme si l'univers, ou le coffre lui-même, ou quelque partie inconsciente de son propre esprit, avait décidé qu'il était temps de le laisser partir. Il examina l'intérieur du coffre une dernière fois, passant sa main sur le fond. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de gravé dans le bois. Des lettres, à peine visibles. Il se pencha plus près et lut l'inscription. Ce qui est enfermé ici n'a jamais existé. Ce qui a existé, c'est le besoin de l'enfermer. Léon médita sur ces mots pendant un long moment. Puis il referma doucement le couvercle du coffre. Il le laissa là, dans le grenier, pour que les nouveaux propriétaires le découvrent. Peut-être qu'ils le garderaient, peut-être qu'ils le jetteraient. Cela n'avait plus d'importance. Il descendit l'escalier pour la dernière fois, fermant la porte du grenier derrière lui. Dans sa poche, il sentait quelque chose de lourd. Il plongea sa main et en ressortit, le cadenas. Il était là, solide et réel,
couvert de sa rouille caractéristique. Comment était-il arrivé dans sa poche? Il ne l'avait pas pris. Il n'avait même pas pu le prendre puisqu'il avait disparu du coffre. Léon le tint dans sa main, perplexe. Puis, lentement, il comprit. Le cadenas n'avait jamais vraiment été sur le coffre. Ou plutôt, il avait toujours été partout où se trouvait l'obsession. C'était une manifestation physique de quelque chose de psychologique. Une métaphore devenue réelle. Et maintenant, il le portait avec lui. Pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Un rappel qu'il existe des limites à ce que nous pouvons savoir. Des mystères que nous ne résoudrons jamais. Des portes qui resteront fermées. Et que c'est normal. Que c'est même nécessaire. Parce que si nous pouvions tout connaître, tout comprendre, tout contrôler, que resterait-il à désirer? À espérer? À imaginer? Le mystère n'est pas l'ennemi de la connaissance. Il en est le complément essentiel. Léon garda le cadenas. Il le plaça sur une étagère dans son appartement à Paris, à côté de quelques objets précieux de sa collection. Parfois, des clients curieux lui demandaient ce que c'était, s'il y avait une clé, si on pouvait l'ouvrir. Il souriait et répondait toujours la même chose. Je ne sais pas. Et c'est parfait ainsi. Car il avait appris quelque chose de fondamental durant cette épreuve. Ce n'est pas toujours ce qui est enfermé qui nous retient. C'est la peur de découvrir qu'il n'y avait rien à libérer. La peur que nos obsessions, nos quêtes, nos questions les plus profondes n'aient pas de réponse satisfaisante. Nous passons nos vies à chercher des clés pour ouvrir des cadenas, à chercher des réponses à des questions, à chercher un sens à des mystères. Mais parfois, la vraie sagesse consiste à accepter que certaines serrures n'ont pas de clé, que certaines questions n'ont pas de réponse, que certains mystères doivent rester mystères. Et que c'est précisément ce qui rend la vie belle et supportable. Voilà, mon ami. L'histoire du cadenas jamais ouvert touche à sa fin. Mais son message, lui, demeure. Nous nous accrochons souvent à nos obsessions, à nos questions, à nos mystères non résolus, croyant que c'est leur contenu qui nous retient. Mais en vérité, c'est notre refus d'accepter l'incertitude, notre peur du vide, notre besoin de tout connaître et de tout contrôler. Parfois, la vraie liberté vient non pas de l'ouverture d'une porte fermée, mais de l'acceptation qu'elle puisse rester fermée pour toujours. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir au cadenas que tu portes peut-être toi-même, au mystère dont tu refuses de te détacher, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Chaque soutien m'aide à continuer à explorer ces territoires intérieurs où se cachent nos plus grandes vérités. Partage cette histoire avec ceux qui pourraient en avoir besoin, avec ceux qui cherchent des réponses là où peut-être il n'en existe pas, avec ceux qui ont besoin d'apprendre à lâcher prise. Et souviens-toi, ce n'est pas grave de ne pas tout savoir. Ce n'est pas grave de laisser certaines questions sans réponse. Ce n'est pas grave d'accepter qu'il existe des mystères que nous ne résoudrons jamais. Car c'est précisément dans cet espace d'incertitude que résident la possibilité, l'imagination, et la beauté de l'inconnu. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau mystère à explorer ensemble. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et tes rêves libres de toute obsession. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.